Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'On va vous réveiller. C'est un événement, c'est la fin de semaine, bientôt le week-end, bien sûr. Michel Serra est de retour. Enfin, vous avez trouvé le temps long, comme nous. Je suis pas parti bien longtemps quand même. Ah ben ça fait 3 bien. semaines, Non, je crois que ça fait 4 semaines quand même. Vous avez un peu pris des vacances, vous. Oui, on a tous été un petit peu fautifs dans l'histoire. Mais alors, par contre, les livres se sont accumulés. Les livres et les demandes aussi. Et les demandes, là, on va être obligé de doubler l'horaire. Alors, simplement pour vous dire que d'ici la fin du mois, on aura quelques émissions autour de livres assez scolaires, si l'on peut dire, puisque dans pas longtemps vous recevrez un livre sur la des mathématiques, mais c'est extraordinaire. Que je redoute, oui, moi aussi d'ailleurs. Que je redoute parce que j'ai arrêté les mathématiques en 5e. Moi en 6e. Les cours. Donc tu vois, tu es plus compétent que moi. Exactement. Ça me fait plaisir pour une fois. Et aujourd'hui, alors, on va parler d'une méthode. Soi-disant pour le moment, on verra à la fin de l'émission, soi-disant infaillible pour réussir nos études avec Antoinette Chanclot, mais je me suis permis de la présenter en tout cas dans son identité ici. Michel, à vous de tirer un petit peu le fil d'Ariane. Voilà, c'est pas facile, hein. Parce que Antoinette Chanclot, c'est pas un itinéraire simple. Alors je voudrais dire d'abord, avant toute chose, c'est que elle a vécu son itinéraire avec une énergie admirable, qui fait qu'elle est partie de Biélorussie à 18 ans, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Déjà à 15 ans, sa maman lui avait coupé les vivres, alors elle a créé un petit business avec des chiens autour de chez elle. 12 ans même, voilà, 12 ans, oui, voilà. Donc, parce qu'elle en avait marre de faire du piano, du violon, ça, c'était pas son truc. Mais là, n'a pas empêché à l'autre. Non, n'a pas empêché. Non, le business elle a continué avec le piano, même le violon qu'elle a jeté sur un mur. Enfin, bon, voilà. Donc ça, elle a déjà eu quand même une enfance à la fois très formatrice, parce que l'école soviétique, c'est pas une école où on faisait ce qu'on voulait. Hein. Ça fort. On apprenait des choses, voilà. Mais c'est un avantage pour l'école. Donc elle a quitté la Biélorussie, elle est allée en Allemagne, elle s'est mariée, bon, voilà. Et puis, elle a trouvé que c'était un peu gnangnan tout ça, hein. Un peu gnangnan l'Allemagne. Voilà, cuisine, les enfants, elle est allée à l'église, ça va comme ça. Donc, dit, moi je veux reprendre des études, et puis quoi de mieux que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne. Puis c'est vraiment bien de se lancer dans des études. Voilà. En France, à 25 ans, quand on parle pas français, il n'y a rien de plus simple. Hein. Il faut dire que... oui, alors je vais commencer par la France. Vous avez commencé par la France, hein, les États-Unis. Après, vous êtes allé aux États-Unis aussi? J'étais aux États-Unis, mais pas pour les études. Bon, j'ai fait l'école, l'Université Hofstra de New York, mais c'était dans le cadre des cours d'été à Nice. Donc l'université Hofstra de New York, elle est venue à Nice pour enseigner le cours de droit américain. Et donc les meilleurs étudiants de notre université de Nice étaient sélectionnés, donc ils pouvaient participer gratuitement à ces programmes. Et donc j'étais sélectionnée chaque année. Ça m'a permis de progresser en anglais. Donc voilà, enfin voyez-vous, c'est juste au passage comme ça. Bon. Mais alors, la deuxième chose intéressante à dire, c'est que Antoinette Chanclot, elle n'est pas comme beaucoup de profs qui enseignent des tas de choses, et puis quand ils ont fini d'enseigner, ils disent je sais, et donc
voilà. Antoinette Chanclot, elle a décidé de partager son expérience personnelle sous forme de conseils. Voilà. Alors c'est bien parce que au fond c'est le statut de la grande sœur, si je puis dire, hein, qui explique à d'autres étudiants comment elle s'en est sortie et comment elle a fait pour s'en tirer en arrivant effectivement pleinement adulte dans une université où il y avait 7 petits étudiants dans tous les coins et sans savoir un mot de français. Et voilà. Alors, elle raconte, c'est donc pas du tout didactique au sens je fais un cours, je suis le prof, je vous apprends à apprendre. Voilà. Bon. Et troisième intérêt, c'est que elle raconte quand même sa vie. Alors là, son éditeur a beaucoup insisté, d'après ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, pour dire mais non, dites-nous qu'est-ce que vous avez vécu et comment, en l'ayant vécu, ça vous a inciter à tirer cette leçon de votre vie. Et ça, je pense que c'est un des grands intérêts du livre. Parce que des livres sur comment apprendre, comment étudier, comment organiser son temps, il y en a, et ils sont toujours faits par des profs d'organisation, alors là, des tableaux, voilà, bon, bah, bien. Voilà, c'est toujours l'expérience vécue qui fait passer les choses. C'est justement l'originalité de ces livres, parce que il n'est pas du tout scientifique ou académique, il est écrit par une étudiante qui parle aux autres étudiants. Voilà. Donc je m'adresse à eux, je prends leur place, donc je me mets de leur côté et je leur dis, voilà mon expérience et je souhaite que vous en bénéficiez, ce qui vous permet d'économiser des années ou des mois de rodage pénible pour découvrir comment faire le vélo tout seul. Alors que moi, je l'ai déjà vécu et bon, depuis plusieurs mois et années, je me suis constituée à cette méthode. Donc, et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, en espérant que ça profite aux étudiants et ça leur économise beaucoup d'énergie et du temps pour améliorer leur performance. Alors concrètement, lorsque on ouvre les pages, voilà deux exemples qui sont assez révélateurs, je trouve, de l'esprit. Alors tout à l'heure on parlait d'académisme, de choses assez didactiques. Là, par exemple, vous avez un tableau ici fait, voilà. Mais je prends cet exemple-là pour préparer ces examens. On est dans le chapitre la stratégie finale avant et pendant les examens. Donc examen d'1 heure, examen de 3 heures. Voilà, hein. Voilà. On a une relecture du sujet entre 3 et 5 minutes pour l'examen d'1 heure, 10 minutes de relecture du sujet. Donc là, on est quand même dans des conseils très précis, très académiques pour le coup. Et puis alors, là, quand on est dans la stratégie relationnelle, qui est déjà un chapitre au niveau des relations humaines, règle numéro 1, pour construire votre réseau d'amis, soyez actifs et n'attendez pas que les autres viennent faire votre connaissance. Donc avant de poser la question à Michel, c'est ce que vous avez voulu faire finalement, c'est-à-dire qu'il y a des conseils concrets comme le temps de relecture pour les gens qui ne sont pas organisés et qui auraient besoin de s'organiser, et puis des choses un petit peu moins innées, quoi, un petit peu plus stratégiques dans la relation, s'aider avec les gens. Donc il y a un côté quand même très humain dans le bouquin. Voilà, donc finalement ça combine plusieurs piliers. Bien sûr, c'est une stratégie, donc déjà des méthodologies, des révisions, comment les préparer de façon plus efficace, mais aussi comment ne pas négliger cet élément humain pour mettre toutes les chances de son côté. Il est évident, bon, pour l'instant, on n'a pas parlé très souvent de cet élément, mais bien sûr, si un professeur il a plus de sympathie pour cet étudiant en l'espèce, donc il est déjà plus volontaire de le conseiller, de lui aider, de lui donner les conseils qu'un étudiant avec lequel il a un rapport conflictuel et qu'il ne supporte pas. Donc c'est évident. C'est un élément à pas négliger. C'est intéressant parce que aujourd'hui on parle beaucoup de réussite et d'échecs. On parlera d'ailleurs des échecs après, puisqu'il y a un chapitre qui s'intitule Gérer les échecs que j'ai déjà ouvert. Mais on parle peut-être pas assez du comportement dans la réussite des études, c'est-à-dire du contexte. On n'est pas forcé, vous qui avez été professeur, de se contenter d'apprendre. Le fait d'observer l'environnement, de se servir des gens sans en profiter, mais en tout cas de se créer des amis, d'établir une relation certaine avec le professeur, c'est quand même le secret aussi d'une réussite en études. Moi, je sais pas pour ramener l'expérience d'Antoinette à la mienne, mais j'ai toujours enseigné ces choses-là aux élèves. Je crois qu'une des premières choses à leur apprendre, c'est d'apprendre à répondre
à ce qu'on attend d'eux à ce moment-là. Et ce qu'on attend d'eux à ce moment-là n'est pas forcément une masse de connaissances. Ça peut être un savoir-faire très précis qu'on a l'intention d'examiner à ce moment-là. Et si on sait faire ce savoir-faire, eh ben voilà, on est bon, on est passé. Et la connaissance de ce que demande un prof, Antoinette insiste beaucoup là-dessus. Ça, je crois aussi que c'est quelque chose qu'il faut essayer de permettre aux étudiants de comprendre. Je dis pas que chaque enseignant c'est manie, mais c'est vrai, c'est ça quand même, en gros. Quand je dis c'est manie, c'est un mot péjoratif, mais il a sa façon de penser comment on peut juger quelqu'un. C'est le but, le prof, il faut à un moment qu'il examine, qu'il évalue, qu'il donne un jugement. Bon. Donc connaître ça, c'est déjà faire une part importante du boulot. C'est pas la peine de s'acharner à faire quelque chose dont on sait que ça ne plaira pas. Bon. Votre parcours universitaire en France, quel est-il? Vous avez étudié quoi en France et à Nice? Donc j'ai étudié le droit jusqu'à Master 2, donc en droit d'entreprise et en finance internationale. Donc mon master s'appelait Management bancaire et finance internationale. Voilà, c'est important de savoir aussi par quelle filière elle est passée. Alors, gérer ses échecs, c'est peut-être le chapitre que je connais le mieux, parce que non, mais je veux dire, c'est celui qui parle. On a tous eu des échecs. Tous eu des échecs, même pour certains, un 19 est un échec parce qu'il n'a pas eu 20. Donc, on a tous eu. C'était ce que disait mon papa. Tous eu des. Ouais, mais bon, oh là, on a tous eu des échecs, mais c'est vrai que peut-être on n'apprend pas assez à les gérer ces échecs-là. Quand on est recalé, quand on n'a pas forcément le résultat escompté, quand il faut refaire une année. Donc ça, vous dites qu'il est possible de gérer. Alors c'est un élément déterminant pour moi, et parce que déjà venant d'Allemagne et étant d'origine russe, je n'y parlais pas en mode français au début de mon cursus. Donc bon, c'était très dur au début et bien sûr j'ai subi quelques échecs, bon, des mauvaises notes comme tout le monde. Et donc en testant toutes ces stratégies, c'était très important pour moi de ne pas abandonner. Donc tenir sur la durée, c'est un élément très important pour réussir, donc pour arriver jusqu'à bout et sortir avec diplôme. Voilà, donc, et donc là, je lui explique dans mon livre toutes les stratégies, comment procéder avec les situations précises, concrètes durant le cursus. Alors Michel, on va se quitter quelques instants, hein, c'est la dernière étape. On va un peu de la façon dont Antoinette Chanclot a acquis ça, parce que je crois que son expérience de vie est très intéressante aussi. Le bouquin, il est bien placé au moment où les examens approchent. Exactement. C'est vrai que c'est une chose qu'on n'a pas encore dit, mais les examens sont bientôt là. Bon allez, trêve de débat, on va déborder sinon. Reportage, hippodrome, à tout de suite. Retour sur le plateau dont on va vous réveiller, et vous l'avez peut-être entendu, ça m'étonnerait, mais Antoinette est une spécialiste de l'équitation, saut d'obstacles notamment. Pas spécialiste, mais c'est mon hobby préféré, voilà, que j'ai commencé à pratiquer à l'âge de 22 ans. Bah, vous serez spécialiste pour nous. Voilà. Mais j'adore faire le saut d'obstacles. J'ai une licence de compétition au niveau de galop 7. Et donc, ça m'a beaucoup formé pour les études. Parce que là, des éléments que mon entraîneur m'enseigne de façon constante, c'est visualise l'obstacle suivant. Donc, visualise ton parcours avant de commencer à faire sauter le cheval. C'est pas faux. Avant. Et donc, j'ai appliqué ces conseils sur mes études. Et donc, avant d'entrer dans la salle d'examen, j'ai visualisé toujours que bon, tout se passe très bien. Et même si je ne connaissais pas tellement le sujet, mais bon, c'est pas grave, on va visualiser qu'on soit. La force de persuasion peut quand même faire des miracles. D'auto-persuasion. Michel, donc vous vouliez qu'on parle un petit peu du pourquoi, du comment finalement. Voilà, oui, parce que d'abord, il y a une photo qui est admirable. C'est toujours celle qui est diffusée d'Antoinette. Un peu dommage parce que c'est une jolie femme quand même. Mais là, on a une adorable petite fille avec un uniforme russe, enfin soviétique, j'allais dire. Voilà, toute petite photo. Oui. Mais on l'a beaucoup. Et alors, et je voudrais quand même, parce qu'à un moment, vous rendez hommage à cet enseignement soviétique quand même. Oui, parce que ça forme pour la vie. Déjà, bon, les exigences n'étaient pas les mêmes. Mais pour moi, ça a aggravé en plus parce que à côté de mon école traditionnelle, j'étais obligée, donc contre mon gré, suivre l'école de musique. Parce que ma mère, elle a projeté sur moi donc ses espérances que je devienne une pianiste virtueuse. Et donc, toute mon enfance, j'ai passé dans les deux écoles. Donc, j'ai joué presque chaque jour 2 heures du piano pour préparer mes conseils et mes examens. Et donc, ça forme. Donc, ça m'a obligée déjà d'être plus organisée, de définir mes objectifs et
de vivre tout un autre mode de vie que pour la plupart des élèves. Mais en même temps, ça vous a appris à affirmer vos choix, parce qu'à un moment, vous avez dit quand même, bon, bah, c'est bien le piano, ça va, la barbe, il faut que je quitte tout ça, quoi. Voilà. Je ne vais pas vous poser une question indiscrète, mais par rapport à l'éducation, vous me direz, je ne vais pas vous raconter ça, et ça, on n'en parle plus. Mais par rapport à l'éducation, c'est important, parce que vous parlez toujours de votre mère, et vous ne parlez jamais de votre père. Non, parce que j'ai grandi justement avec ma mère. Grandi avec non, ils se sont divorcés. Non, c'est pas le même niveau de relation hein, pour une petite fille que d'être en... C'est sûr qu'il y a une projection par rapport à la mère, sans voilà, votre maman, elle voulait que vous soyez la pianiste. Qui m'a marqué plus, quoi. Hein, voilà, elle voulait que vous soyez la pianiste dont elle rêvait, quoi. Hein, voilà. Donc ça, il faut savoir. Et vous le dites très bien. Moi, je crois que c'est si vous voulez, la chose qui est la plus forte, parce que c'est vraiment un message de ce que j'appelais la grande sœur tout à l'heure. C'est pas un message de parents que vous donnez, hein, et c'est pas un message de copains non plus. Hein. Vous situez à ce niveau-là de la grande sœur, quoi, qui dit des choses par rapport à des plus jeunes qui arrivent et qui vont faire des gaffes. Et attendez, je vais vous en éviter 3 ou 4 et je vais vous empêcher de faire de perdre du temps, quoi, surtout. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que vous dites quand on doit et on peut imposer ce qu'on veut quand même, hein, ce qu'on veut être et ce qu'on veut faire. Voilà. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire beaucoup à une génération d'occidentaux qui sont un peu perdus, parce que le travail se fait rare. C'est de l'existentialisme moderne. Oui, peut-être, être ce qu'on veut être, quoi. Hein. Mais savoir l'imposer et de se l'imposer à soi-même aussi, hein, parce que vous êtes il y a beaucoup il faut une maîtrise de soi considérable dans votre travail. Oui, absolument. Déjà, pour réussir sa vie, il faut d'abord avoir une vision de sa vie, comme on se souhaite avoir. Et donc là, c'est ce que j'ai conseillé aux étudiants. Avant de s'inscrire dans n'importe quelle filière, d'abord établir ses objectifs de la vie en général. Comment ils souhaitent vivre dans le futur, quelle profession ce serait idéal pour eux, quelles sont leurs prédispositions et leurs talents, leurs intérêts. Donc, pour leur faciliter ce travail, je les invite sur mon site web méthodeinfaillible pour réussir vos études.fr où ils peuvent télécharger un article gratuit donc sur la vision de leur vie future. Voilà, on vous met l'adresse en bas. Sébastien, ouais. C'est le chef des synthés. Alors, dans l'organisation physique du livre, donc on parle évidemment de tous vos conseils. Ça se manifeste toujours aussi par des petits encadrés de votre expérience. Vous parlez à la première personne, bien sûr. Et puis, il y a aussi toujours des petites citations en début de chapitre. Alors, tout ça pour dire qu'il y a un chapitre, évidemment, qui est peut-être aussi un des plus intéressants du livre. Étudier à l'étranger ou en France quand on est étranger. Oui. Alors, ça, c'est hyper important. Plus vous serez à l'aise avec l'inconnu, plus vous aurez confiance en vous et en votre intuition. Ça, c'est Brian Koslow qui le dit. Vous le citez. Juste en dessous, vous parlez de votre expérience. Et puis derrière, on a des petits conseils comme ça, avec, là encore, des citations pour toujours rappeler c'est un livre très volontaire, hein, il faut toujours quand même être volontaire, mais donc il y a une collection de citations d'ailleurs oui, c'était les livres qui m'ont inspiré pour réussir, parce que comme j'ai pas trouvé un livre comment réussir mes études, j'ai commencé à lire différents ouvrages plus tournés vers la stratégie gagnante et l'efficacité, donc ayant de la chance déjà parler 4 langues. Donc j'ai lu en russe, en anglais, en allemand, en français. Donc je l'ai combiné. C'était une compilation de stratégies de réussite. Et donc les citations qui m'avaient inspiré le plus, je les récitées dans mon livre. Alors ce chapitre-là, étudier à l'étranger ou en France quand on est étranger, c'est aussi peut-être la particularité de ce livre-là. C'est des chapitres qu'on ne retrouve pas souvent hein, dans les livres de méthode scolaire. Donc pour vous, c'était évident finalement de vous adresser à ces gens-là. Aujourd'hui, dans le cas d'un étudiant étranger qui vient en France, quels sont les conseils, les premiers conseils à prendre en compte? Déjà, il faut comprendre que celui-là, il a beaucoup plus de difficultés. Bon, il vient dans un pays qui n'est pas le leur, peut-être qu'il ne parle pas encore la langue, il y a le problème de logement, de la vie courante qu'il a à gérer. Donc, il est obligé d'être plus discipliné, plus organisé. Donc, ce que je leur conseille, c'est surtout optimiser le temps de façon optimale. Pour ne pas se sentir dispersé, donc déchiré, c'est fixer les objectifs journaliers et aller sur les priorités. Parce que bon, c'est évident, on ne peut pas faire tout et en même temps, donc pour vraiment garder l'équilibre. Alors, est-ce qu'il est obligatoire de se concentrer vraiment très fortement, dans un premier temps, sur la langue? Est-ce que ça doit être la première priorité? On ne peut pas se disperser sur autre chose. Il faut
maîtriser le plus vite possible la langue. Et mon deuxième conseil, donc plus ils fréquentent les Français, donc surtout pour les étudiants qui étudient ici en France, plus donc il émerge dans la vie de tous les jours du pays, donc mieux ils réussissent et plus vite, plus facilement ils vont parler la langue. Et puis les Français aiment bien les étudiantes russes, biélorusses, en général. On est très bien accueillis dans ce pays, très chaleureusement. Alors j'ai fait mes meilleures expériences. Vive la France. Comme ça tord le cou aussi à certaines idées reçues et nauséabondes du moment, comme on pourrait dire. Non mais Michel, pour avoir votre avis un peu là-dessus aussi, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des conseils quand on se prépare nous-mêmes à partir à l'étranger ou quand on est étranger. Tout à fait. C'est vrai que c'est un des chapitres les plus originaux de lui parce que c'est pas une expérience qui est souvent exprimée en français. Peut-être elle est exprimée en anglais pour les étudiantes anglaises qui rentrent, mais c'est vrai qu'elle est très bien. Et puis moi, ce que je trouve c'est cette attitude, c'est ce qu'on me disait, la positive attitude. Bon, c'est un mot, mais je crois qu'il y a 3 secrets dans votre livre pour réussir. La première, c'est effectivement de s'organiser, voilà, hein, ne pas se perdre dans le truc et pas forcément rechercher non plus la pente facile, hein, comme disait Gilles, il faut suivre sa pente mais en montant. Bon, donc c'est vrai que l'étudiant étranger qui passe son temps avec les gens de ses compatriotes, il avancera pas. Bon. La deuxième chose que vous dites, c'est bon, finalement on peut toujours voir plus loin la réussite. Bon. Et puis la troisième chose, c'est une espèce d'empathie générale et qui, je crois, manque beaucoup dans l'enseignement français. C'est-à-dire que les enseignants sont rarement empathiques à l'égard de leurs étudiants. Hein, ils sont là, ils font leur truc. Bon. Et il n'y a pas cette relation de je vous comprends, je comprends que vous avez des difficultés, puisque je comprends que vous avez des difficultés, je vous ai les faire avancer. Or vous avez cette attitude empathique. Oui, vous avez une copine qui va vous entraîner à faire la foire. Bon, bah écoutez, résistez quoi, voilà. Bon, Sophie, elle en prend plein pour son grade. Là, la Sophie, je sais pas quel était le copain de Sophie, mais celui-là, il faut pas le rencontrer dans la rue. Parce que c'est un livre. Voilà, je crois que ce qu'il veut dire, c'est que c'est un livre très très agréable à lire parce qu'il est vivant, il est attrayant. Vous voyez, c'est pas là on voit hein, la mise en page est tout à fait aérée, légère. On est mêlé à vos expériences et ça c'est vrai que ça se lit direct, hein, c'est-à-dire vous faites ceci, faites cela. Si vous êtes dans cette situation, voilà. Alors bon. Des fois, on a un peu, on dit, arrête, c'est pas si simple. Voilà. La seule chose que moi, sans arrêt, je me suis dit, bon, j'en ai vu passer des étudiants. Dans la tête que c'est simple, et ben ça devient simple. La vie n'est jamais très simple, vraiment, que ça ira tout droit. Il y a toujours les hauts, les bas et les difficultés. Mais j'ajoute à vos apports donc encore 3 éléments. Donc, tout d'abord, avant de commencer, la vision. Donc, sans vision, ils n'ont pas suffisamment la motivation pour tenir sur la durée. Donc, une fois la vision est établie, ils peuvent élaborer la stratégie précise, personnalisée. Pas juste pour réussir la vie en général, pour réussir leur vie concrète en fonction de leur intérêt et prédisposition. Et donc, c'est cette stratégie personnalisée, elle sous-entend après la gestion du temps, des stratégies, de la maîtrise de son mental, etc. Et ensuite, donc, une fois elle maîtrise ça, accélérer l'effet positif par les techniques d'apprentissage accéléré, comme par exemple la lecture rapide, les techniques de mémorisation, petites astuces comme la technique de frappe avec des doigts par ordinateur. Donc tout ça, c'est un élément de réussite, tous ensemble. Ces éléments. Eh bien, ce sera le mot de la fin. La méthode infaillible pour réussir vos études aux éditions de La Martinière. Ça coûte 14,90 €. C'est signé Antoinette Chanclot, qui était notre invitée et qu'on remercie vivement. Et puis on vous conseille donc ce petit bouquin qui fait, alors j'ai pas retenu le nombre de pages, mais oui voilà, 260 presque. Et si je peux ajouter, il y a une signature prévue à la librairie de Saint-Bonne, samedi prochain. Voilà, vous êtes bien. Donc tout le monde est bienvenu. C'est samedi 21 mai. Voilà. Donc entre 15h et 18h. Voilà, donc comme on enregistre cette émission avec une semaine d'avance exceptionnellement, c'est samedi demain, puisque nous allons la diffuser la veille de votre dédicace. Donc à la librairie La Sorbonne. Michel, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Alors ça sera pas les matins la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine je pense qu'on fera plus de poésie. Hein. Plus de poésie, puis on reviendra avec les maths la semaine d'après. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et puis, bien entendu, vous savez qu'il est l'heure maintenant de parler cinéma avec Laura. Laura est là. Allez, à tout de suite. Elle n'est pas en vacances. Non, elle est là.